Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce petit épisode de débriefing de mes premières photos de la comète Neowise, donc C2020 F3. Comète effectivement extrêmement brillante, tout à fait observable à l'œil nu en ville. Et donc je vous propose aujourd'hui de parler de mon observation de la nuit de dimanche dernier, c'est-à-dire de la nuit du 10 au 11 juillet 2020. Et de voir ensemble mes premières photos, mais surtout les caractéristiques, les temps de pause et quelques petits conseils de prise de vue pour vous permettre d'essayer à votre tour de faire quelques prises de vue, en particulier ce week-end, puisque c'est le week-end le plus proche de la nouvelle lune, et donc la lune ne sera absolument pas gênante pour faire ces prises de vue. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors cet épisode nous sera l'occasion de répondre à une question de Xavier, question peut-être bête, mais est-il possible de photographier avec un réflexe argentique et une pellicule de 200 ISO? Je peux ouvrir au max à f3 avec une focale de 80 mm. Avec ce réglage, quel serait le temps de pause idéal si c'est possible d'avance? Et merci pour le travail sur ta chaîne. Et donc Xavier, mais cet épisode bien sûr s'adresse à chacun d'entre vous. Eh bien oui, la bonne nouvelle c'est qu'on peut photographier vraiment la comète Neowise comme je le pressentais effectivement avec l'épisode sorti la semaine dernière. On peut la photographier avec à peu près tout ce que vous allez avoir sous la main. Donc on va commencer ma petite nuit donc du 10 au 11 juillet. Le crépuscule civil était à 22h42, c'est-à-dire que le soleil est à 6 degrés en dessous de l'horizon. Le crépuscule nautique est à 23h45 et mes premières photos ont été faites à partir de minuit 2 minutes à minuit 13. Donc avec le Sony A7R II, le Samyang 135, avec une ouverture de diaphragme à f2, c'est le maximum de cet objectif. Il a une bonne qualité d'image quand il est à f2. Un temps de pause de 2,5 secondes. Et donc j'ai fait 231 photos d'affilée, ce qui nous donne ce petit time-lapse que vous pouvez voir donc de cette comète, avec un clocher d'église bien représentatif finalement de nos villes françaises. Alors pourquoi ai-je choisi ces temps de pause? Pourquoi ai-je choisi cette sensibilité ISO, etc. La première chose, c'est que le soleil venait de se coucher, on avait passé le crépuscule nautique, mais néanmoins on n'est pas encore à la nuit astronomique. La nuit astronomique, c'est quand le soleil est au moins à 18 degrés en dessous de l'horizon. Et donc à partir de ce moment-là, il y avait encore un petit peu de lumière de fond de ciel qui était quand même présente. Donc j'ai cherché un réglage qui était à peu près adapté. Donc je vous remets à l'écran le tableau de calcul du temps de pause maximum donc en fonction de votre capteur et de l'objectif. Donc c'est la méthode de la dérive des pixels, c'est pas la méthode des 500. Vous avez donc en troisième colonne de ce tableau la résolution en mégapixels de votre capteur pour les capteurs APS-C et full frame, donc représentatif du marché. Vous avez les Canon et les Sony à peu près. Bien sûr, si vous avez un Nikon, vous prenez l'approchant. Donc si vous avez un Nikon de 15 millions de pixels par exemple, vous allez prendre la ligne du Canon EOS 500D à peu près. Il n'y a pas beaucoup de grosses différences. Donc là, en l'occurrence, je suis avec le Sony A7R II, 42 millions de pixels, c'est l'avant-dernière ligne. Et ensuite, vous avez les différentes colonnes à droite correspondant à votre objectif. Donc le Samyang 135, pour avoir une dérive de 1 pixel, eh bien, il faudrait un temps de pause de 0,46 secondes. Seulement voilà, là-dessus, et je vous l'avais affiché un petit peu, la déclinaison de notre comète est quand même assez haute. Je crois de mémoire qu'elle était au moins à 40 degrés de déclinaison nord, voire 50 degrés, donc ce qui nous fait qu'on peut multiplier déjà ce temps de pause par 1,5 par rapport à la dérive que l'on va avoir. Vous comprenez bien que si votre comète se trouve exactement à l'axe polaire, là vous pouvez faire un temps de pause clairement nettement plus long, bien évidemment, que si elle se trouve donc sur l'équateur céleste.
Et donc là-dessus, en fait, j'avais calculé d'avoir à peu près 3 pixels de dérive, malgré la déclinaison de ma comète, et donc ça faisait 0,46 x 3 effectivement, et fois ce facteur de 1,5 à peu près, et donc je tombais sur 2,5 secondes. Bien sûr, le diaphragme, vous le définissez en fonction de la qualité de votre objectif. Le Samyang 135 le supporte très bien. Le Samyang 14, je vous conseille de ne pas travailler à 2.8, mais plutôt de travailler à f4 par exemple. Et là, vous allez avoir un piqué d'image qui est sensible. Donc là, je vous renvoie aussi à l'épisode sur le réglage des objectifs d'appareil photo, donc le réglage du Samyang 14. Voilà, le réglage parfait n'existe pas, mais néanmoins ça peut donner des bonnes indications, de bien connaître aussi votre objectif et de voir à partir de quand ça vaut le coup de, voilà, qu'est-ce qu'on peut ouvrir au niveau du diaphragme. Donc à f2 il n'y a aucun problème, et après derrière les ISO, je les ai déterminés tout simplement en fonction d'une luminosité globale de l'image. Bien sûr, plus on monte en ISO à temps de pause égal, bien sûr, plus on monte en ISO et à diaphragme égal, plus on va bruiter notre image. Donc en fait l'idée c'est d'avoir un fond de ciel qui soit raisonnable. 200 ISO m'a semblé être un bon compromis pour cette série. Donc la deuxième série se passe cette fois au petit matin. On attaque à 3h50 du matin, donc entre temps j'ai dormi. Là aussi on est toujours sur la même fenêtre qui donne côté nord-est. Donc la toute première photo qu'on avait faite, on l'avait faite à minuit, côté plutôt nord-ouest-nord, voilà. Là cette fois on va travailler nord-est-nord, donc plus vers la droite bien sûr. Et là-dessus j'ai travaillé avec 3 boîtiers en parallèle. Première série globale, avec un Canon EOS 40D, donc celui-ci, le mien est mort après 129 000 déclenchements, mais il m'a été prêté par un ami, et donc avec le zoom Tamron 18-270 à 25 mm de focale, donc on est quasiment au max. C'est un boîtier APS-C, je précise. Donc à 25 mm de focale, il ouvre à f4. J'étais avec une sensibilité ISO à 200 ISO, le Canon EOS 450D monte à 1600. Il bruite très très vite, clairement. C'est le genre de boîtier qu'on utilise plutôt à 800 ISO quand on fait de la photo du ciel profond. Donc là-dessus, à 200 ISO, il n'est pas trop bruité, avec un temps de pause de 5 secondes, vu la focale donc, qui était quand même assez courte, donc de 20 mm. Voilà, 25 mm. Donc là-dessus, j'ai fait 279 photos entre 3h50 et 4h21. Vous pouvez voir qu'à la fin, bien sûr, l'image est quand même assez lumineuse. À 4h21, eh bien, le soleil est à moins 9 degrés à peu près en dessous de l'horizon. Dans le même temps, j'ai fait une nouvelle série donc avec le Sony A7R II et le Samyang 135, avec les mêmes réglages que sur la première série, hein. Donc toujours à f2 avec 200 ISO, des temps de pause de 2,5 secondes. Bien sûr, si vous avez une monture motorisée comme une Star Adventurer ou autre, vous pouvez aller sur des temps de pause un peu plus longs, hein, je précise. Donc là, j'ai fait 1031 photos de 3h44 à 4h33. Alors, on peut voir bien évidemment cette série donc avec un cadrage global. Et là, on voit effectivement le mouvement et l'angle de montée progressive de la comète dans le ciel, puisqu'on est au petit matin. Bien sûr, on peut aussi se placer finalement en crop capteur. Et là, vous pouvez voir qu'on a, et surtout au début, on a une queue qui est vraiment très très longue. Là on voit bien que le cadrage va être important même à 135 de focale sur un full frame, puisque en fait si jamais j'avais été sous un très bon ciel, je rappelle que je suis en métropole lilloise, le ciel est de qualité ce qu'on appelle 8 sur l'échelle de Bortle, donc c'est
très mauvais. Et bien évidemment, si j'étais en pleine campagne, il aurait fallu vraiment que soit je me mette en cadrage portrait, soit je mette la comète vraiment au bas du capteur, de façon à pouvoir montrer la totalité de la queue, qui est vraiment très longue, puisqu'elle fait au moins 6 degrés de long. Mais ça fait, ceci dit, un bon ensemble. Et alors, si je retiens 400 photos, les 400 premières sur les 1031, je fais un alignement sur les étoiles dans un premier temps et ensuite sur la comète, et bien là on peut observer quand même qu'on a beaucoup plus de signal. Bien sûr, on a un fond de ciel qui est pas qui est loin d'être parfait quand on fait le traitement, d'une part parce que je n'ai pas fait de flat sur cette série, donc le flat visera à corriger donc le vignettage de l'image, c'est-à-dire les quatre coins beaucoup plus sombres et le centre beaucoup plus lumineux, mais également les poussières, etc., tout ce genre de petites choses. Il faut faire très attention à ce détail-là, mais on arrive quand même à avoir un beau signal sur notre comète néanmoins. Dans le même temps, encore une autre série à partir de 3h52, celle-ci, avec le Sony A7S sur le Photostroke 200-800. Donc là, on est à f4 à nouveau, donc comme le même rapport d'ouverture qu'on avait sur le Canon EOS 40D. Là-dessus, par contre, j'ai été essayer d'aller chercher plus de signal. Je me suis placé à 2000 ISO, puisque j'ai le shutter numérique sur le Sony A7S. Mais à 2000 ISO, surtout le capteur Exmor active le deuxième ampli. Et donc à partir de ce moment-là, bien sûr, on a un rapport signal sur bruit plus intéressant. Et les temps de pause sont de 5 secondes, cette fois sans autoguidage. Le photostroke était monté à la renverse sur la monture en fer à cheval. Normalement, bien sûr, la monture serait pivotée de 180 degrés pour vous, et le sud serait là. Mais là, le nord de la monture est ici, et le télescope est à la renverse dessus. Et en fait, je peux vraiment cibler la zone du nord. Il y a le retournement de méridien qui pose un problème sur la monture équatoriale allemande. Là, moi, j'ai le problème inverse. Si je veux vous viser vraiment très à l'est, très à l'ouest, je ne peux pas viser forcément toujours avec cette monture. Et puis alors pleinement nord, soit j'ai le télescope complètement à l'inverse, soit je fais cette inversion. Là-dessus, la comète est très longue, on l'a dit, elle fait 6 degrés de long. Le cadrage de ce télescope à 800 de focale avec le full frame fait que l'image serait irrémédiablement coupée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné l'appareil photo de façon à avoir un cadrage vraiment un peu dans l'axe diagonal du capteur. La grosse erreur, c'est que vous avez le diviseur optique qui est en dessous. Et le diviseur optique, en fait, m'a foutu dedans, tout simplement parce qu'il a été coupé une partie du capteur. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Vous avez en fait ici le petit prisme, et en fait j'ai cherché, donc le petit prisme est ici, j'ai cherché une étoile guide avec le petit prisme, et malheureusement, c'est vraiment une bête erreur, je l'ai laissé dans la position la plus rentrée. Et quand il est dans la position la plus rentrée, par rapport à l'orientation de mon capteur, eh bien il venait clairement bouffer un coin. Normalement, le petit prisme se situe sur la partie du long bord de votre capteur, et donc en fait ne vient quasiment pas rogner sur l'image du capteur, et les flats font le reste. Mais là, bien évidemment, je me retrouve avec un coin extrêmement sombre, c'est vraiment dommage. Donc j'ai une partie de la queue qui est bouffée, mais néanmoins on voit quand même assez bien la comète. Et donc au final de cette photo, j'ai quand même 256 x 5 secondes, qui nous donne quand même un signal donc entre 3h52 et 4h17. Donc 3h50, le soleil est à moins 12 degrés sous l'horizon, crépuscule nautique, ou aube nautique. 4h17, il est à 9,8 degrés sous l'horizon. Et donc voilà, l'image commençait bien sûr à saturer un petit peu en termes de lumière, mais c'est pour vous donner un petit peu un repérage de la marge que vous avez par rapport à la hauteur du soleil. Du coup, en fait, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, ça pourrait être amusant. J'ai pris le 400. J'avais encore un peu de place au-dessus finalement du 200 qui était en train de prendre les photos, puisqu'il était quasiment à l'horizontale. J'ai pris le 400, je me suis mis vraiment à l'autre bout de mon salon, et je me suis amusé à observer la comète à l'oculaire, et vraiment elle est très spectaculaire.
Et là, je me suis amusé à faire un truc, c'est à faire une photo avec mon iPhone. Une photo avec l'iPhone en mode film vidéo, vous savez, donc c'est cette pause de 3 secondes, et en fait il fait une vidéo puis il essaie d'additionner tout ça, donc ça donne quand même un signal pas mal, même si c'est pas parfait du tout et c'est pas très propre. Et puis une photo sans ce mode là qui prouve que l'on peut photographier la comète à travers un télescope. Voilà, j'étais avec l'oculaire de 25 mm de focale, donc globalement on va dire que la pupille de sortie est de 6 mm pour vous donner l'ordre d'idée. Donc en fait avec un oculaire qui vous donne une pupille de sortie de 6 mm sur n'importe quel télescope, vous allez avoir cette luminosité globale de votre comète. Donc vous allez pouvoir photographier votre comète avec donc un smartphone. L'autre test que j'ai fait, c'est qu'une fois que bien sûr j'avais trop de lumière par rapport à mes temps de pause de 5 secondes sur le Sony A7S, j'ai pris le Sony A7S et je l'ai amené sur le 400. Et là, ce que j'ai fait une série cette fois avec des temps de pause hyper courts. Donc le rapport focal sur diamètre est à 4,5. La sensibilité ISO est de 2000. Mais par contre, le temps de pause est, je crois, de 1/5 de seconde, quelque chose comme ça. Je vous l'écris là, il faut que je regarde dans les exifs. Et j'ai fait 30 photos en rafale, tout simplement, avec la comète qui dérivait, sans aucun suivi, sans rien. La mise au point n'est pas propre du tout, très clairement. J'ai juste voulu faire ça pour le délire. Et vous pouvez voir qu'en fait, on a un super bon signal. Donc ça, c'est pour vous donner et pour vous encourager, notamment aux propriétaires de Dobson, que j'encourage souvent à photographier la Lune, puisque vous avez des tutoriels pour. Et bien là, vous pouvez faire un peu le même genre de choses avec des temps de pause assez courts. Hein. On l'a dit, pour 400 mm de focale, il faudrait voilà, un 6e, un 8e de seconde. Donc vous voyez, on va travailler avec des temps de pause très courts, mais avec une trentaine de pauses, on va commencer à avoir quand même un tout petit peu de signal. Et ensuite, on va faire un alignement. Généralement, s'il y a des étoiles autour, on peut arriver quand même à les capturer. Donc n'hésitez pas à essayer de faire des photos de la comète avec votre télescope, même sans suivi. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'ensemble des photos que j'ai pu faire. Vous avez pu remarquer également que sur les photos où je vous présente finalement le contexte de mes prises de vue, eh bien j'ai pu également photographier la comète tout simplement avec l'iPhone. Donc là avec le mode d'une petite pause de 3 secondes qui permet quand même d'améliorer le rapport signal sur bruit, mais là aussi pour vous encourager et vous dire que vous allez pouvoir la photographier. Bien sûr, si le ciel est meilleur qu'un ciel de ville, vous allez avoir facilement nettement plus de signal et un nettement meilleur rapport finalement signal sur bruit, signal sur pollution lumineuse, et donc vous allez pouvoir faire facilement des photos plus belles que les miennes. Mais je voulais juste vous partager ça pour vous aider, puisque l'un de vous m'avait également demandé en me disant mais t'as pas donné beaucoup d'informations sur les photos. Moi j'avais quand même donné ce tableau là, etc. Il y a quand même certaines données que j'avais déjà indiquées. Mais bon, c'est pas grave, on peut toujours donner plus d'informations. Donc voilà, l'erreur est réparée. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de très bonnes photos. Et je vous réaffiche d'ici donc de ce soir jusqu'au 31 juillet les positions donc de la comète Neowise au soir, crépuscule civil, crépuscule nautique, aube civile, aube nautique, dans l'ordre, 2 secondes pour chacune des images, de façon à ce que vous puissiez avoir le temps de faire pause en fonction du jour où vous êtes. Et vous noterez donc bien que il s'agit des prises de vue pour Paris. Si vous habitez plus à l'est de Paris, eh bien c'est un tout petit peu plus tôt, 20 minutes si vous êtes à Strasbourg quand même. Si vous êtes plutôt en Bretagne, à Brest par exemple, c'est plus 20 minutes par rapport à l'heure qui est indiquée là. Et globalement, en latitude, ça va changer un tout petit peu, mais pas tant que ça. C'est plus la longitude quand même qui va avoir un effet. La latitude va avoir une conséquence, c'est sur la hauteur par rapport au ciel, et globalement un effet un petit peu d'orientation globale des étoiles par rapport à l'horizon, si vous êtes à une latitude plus basse. Voilà, je vous souhaite de très très bonnes observations, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, merci, au revoir.